Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Était-ce un revirement? Depuis le début de l'année et les manifestations en Iran, le président américain Donald Trump a multiplié les avertissements face à Téhéran, dépêché une flotte de guerre dans la zone, il a semblé encourager à la révolte, tweetant, je cite, l'aide arrive, avant concrètement de se dédire et d'envisager des négociations. Alors hier, Massoud Pezeshkian, le dirigeant iranien, lui a répondu. Il a demandé l'ouverture de pourparlers sur le nucléaire à son administration, alors que les flottes, rappelons-le, iraniennes, russes et chinoises, mènent aussi des manœuvres conjointes dans le très stratégique détroit d'Ormuz. Alors la diplomatie a-t-elle remplacé les menaces? A-t-elle remplacé les perspectives de guerre? Eh bien, pour en parler, je reçois Lionel Rondouin, cadre de l'Institut Iliade, ancien officier parachutiste et industriel. Lionel Rondouin, bonjour. Oui, bonjour, Édouard. Merci de répondre une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, direction l'Iran, donc, aujourd'hui. On se rappelle, vous vous rappelez sans doute que Donald Trump avait maté l'Iran d'une certaine manière l'été dernier, en juin dernier, avec une opération spectaculaire de bombardiers B-2 pour viser les sites nucléaires iraniens de Fordo et autres. Mais cette fois-ci, Donald Trump n'est pas passé à l'action, enfin pas encore peut-être, mais en tout cas à l'heure actuelle. Lionel Rondouin, frapper l'Iran, était-ce une bonne ou vraiment une très mauvaise idée selon vous? Alors, Trump a fait une opération militaire contre l'Iran, oui, mais c'était du théâtre, c'était complètement téléphoné. Les Iraniens avaient été avertis, donc les cibles stratégiques, les énormes galeries souterraines où il y avait les fameuses centrifugeuses d'enrichissement d'uranium avaient été déménagées par les Iraniens avant les frappes américaines. La base américaine terrestre de Doha au Qatar, qui aurait pu être visée par les Iraniens de manière massive, avait été évacuée par les Américains, donc la coquille était vide. Donc là, c'était du théâtre. Je pense qu'il fallait que Trump donne des gages à un certain nombre de ses soutiens aux néoconservateurs et bien entendu Israël, mais qu'il n'a pas voulu s'engager. D'ailleurs, ces frappes sont restées sans effet, puisque après s'être vanté d'avoir réduit à néant les capacités d'enrichissement nucléaire, d'uranium des Iraniens, aujourd'hui il fait des rodomontades à nouveau contre l'Iran en disant « Ah, cette fois-ci, il va bien falloir détruire le système d'enrichissement en uranium ou alors il faut que les Iraniens acceptent d'y renoncer. » Donc, c'est contradictoire. Il dit par là même que la précédente frappe n'a obtenu aucun effet concret sur sa principale revendication, qui est la capacité qu'ont les Iraniens d'enrichir l'uranium au moins à un degré permettant son utilisation civile. On ne parle pas d'armes nucléaires, mais simplement... Eux le nient. Eux le nient. Bon, l'expérience prouve que la principale erreur du gouvernement iranien depuis 20 ans, c'est de ne pas avoir fait l'arme nucléaire. Il serait tranquille, au moins. Alors, dans l'immédiat, la guerre a l'air de s'éloigner, mais l'une des options étudiées par l'armée américaine était celle d'une opération commando. Parmi d'autres, bien sûr, les frappes aussi existaient. Cela a été révélé par le New York Times le 29 janvier dernier, mais forcément, l'Iran n'est pas le Venezuela. Nous avons parlé du Venezuela, mais nous sommes déjà sur deux continents différents, et les forces semblent différentes. Selon le New York Times, la crainte d'un échec comme en 1982, qui a vu l'échec américain d'une libération d'otages, qui avait été absolument dramatique à l'ambassade, aurait pesé pour écarter une telle option. À votre avis, Lionel Rondouin, l'Iran peut-il résister militairement ou du moins tenir tête à la puissance américaine? Est-ce que cela expliquerait les atermoiements de Donald Trump? Oui, certainement. Bon, déjà, il faut considérer les choses dans le long terme. On se focalise excessivement sur ce que Boris Vian appelait l'écume des jours, c'est-à-dire l'actualité, les petits faits, les derniers potins, etc. etc. L'Iran, c'est la Perse. Ils sont là depuis 2500 ans. Et ils considèrent les États-Unis comme un nouveau-né politique. Et c'est un pays qui n'a pas de civilisation pour eux. Bon.
C'est donc un bandit, un gangster. Ce sont les héritiers des gens qui ont conquis les plaines du Far West en tuant les bisons et les Américains. C'est des barbares. Les Perses pensent avoir, comme les Chinois, comme d'une certaine manière la Chine de Poutine, qui regarde les États-Unis du haut des 1000 ans d'histoire de la Russie, ils ont, je dirais, le calme des vieilles troupes et des vieilles civilisations. Donc tout ça est un peu dérisoire. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une opération commando. D'où viendrait-elle ? Elle viendrait forcément du Nord et non pas du Golfe Persique. Donc tout le monde se focalise actuellement sur le porte-avions américain et sa flotte. Mais vous n'allez pas envoyer des hélicoptères à 700 ou 800 kilomètres de leur base de départ, si la base de départ, c'est un porte-avions. Bon, donc ça partirait forcément de l'Arménie, du nord de l'Iran, sachant que Téhéran est situé dans la partie la plus septentrionale de l'Iran, qui est un immense pays. Sachant aussi, je me permets de vous interrompre, que l'Arabie Saoudite a refusé le survol de son espace aérien aux troupes américaines. Oui, alors l'Arabie Saoudite est très inquiète. L'Arabie Saoudite prend manifestement au sérieux ce que dit l'Iran, qui n'est pas une menace, mais simplement une déclaration, je pense, d'un fait certain, c'est qu'une attaque au moins massive contre l'Iran entraînerait un conflit régional majeur. Et l'Arabie Saoudite, enfin MBS, le Premier ministre saoudien, est extrêmement soucieux de la sécurité générale et de la sécurité stratégique du pays. Je n'en veux que pour preuve qu'un fait qui est passé apparemment inaperçu dans la presse française, ça n'intéresse personne, c'est que 1 mois et demi, 2 mois après ce qu'on appelle maintenant la guerre des 12 jours, c'est-à-dire l'échange de missiles et de drones entre l'Iran et Israël, c'était vers le 25 septembre de mémoire, le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont signé un traité d'alliance. C'est pas un vague traité d'information, de collaboration, de coopération militaire, patati patata, comme il y en a d'États. C'est un traité d'alliance qui prévoit que le Pakistan et l'Arabie Saoudite sont dorénavant tenus en tant qu'alliés d'intervenir au profit de l'autre partie si elle venait à être attaquée. Bon. Alors, le timing me semble pas bizarre. Je ne crois pas aux coïncidences en la matière. Et par ce fait, d'une manière très explicite, le Pakistan, puissance nucléaire importante, accorde son parapluie nucléaire à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, bien sûr. Alors, pourquoi on n'en parle pas ? Peut-être pas encore, mais alors, évidemment, vous parlez de nucléaire, c'est le nucléaire iranien qui sera au cœur des négociations entre Donald Trump et Téhéran, entre Washington et Téhéran. Alors, Lionel Rondron, pour que tout soit clair, je vous propose d'écouter rapidement le porte-parole de la diplomatie iranienne qui évoquait hier le cadre des négociations à venir avec Washington. Écoutons-le. در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسه. در مورد عرض می‌کنم نحوه انجام کار و اون چارچوبی که شما اشاره کردید به توییت دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی. کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستن نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش میکنن برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنند. Bon, rappelons-le, Donald Trump a quitté en 2018 l'accord sur le nucléaire iranien conclu par Barack Obama en 2015. Trump le jugeait trop faible, l'accord, pas Barack Obama, mais même si Barack Obama aussi sans doute. Je rappelle que l'Iran avait accepté de limiter son programme nucléaire pendant 10 ans en échange d'une levée des sanctions et depuis eh bien, l'Iran n'a plus accès au système bancaire mondial et peine à écouler son pétrole à cause donc des sanctions rétablies. Maintenant, Trump veut un accord ultra renforcé
renforcée avec un focus, comme on dit, sur la dénucléarisation totale de l'Iran, mais aussi sur le programme de missiles balistiques et donc la stabilité régionale. Négociation en perspective donc, sur qui misez-vous, Lionel Randouin ? Qui, à votre avis, pourrait l'emporter diplomatiquement, Donald Trump ou ce que l'on qualifie de régime de Téhéran ? Ce sont des demandes parfaitement inacceptables par l'Iran. Tout. Donc c'est non. Enfin, je ne veux pas m'engager, je ne suis pas un représentant du gouvernement iranien, etc. Mais la réponse de l'Iran sera certainement courtoise, mais ça ne se fera pas. Et les Iraniens, je parlais des vieilles civilisations, vous savez, peut-être se disent-ils que Trump, qui est cet enfant gâté, très occidental, très pressé, qui veut tout de suite, maintenant on vit, nous, en Occident, c'est la civilisation d'Amazon, c'est la livraison garantie en 24 heures. Bon, on veut tout de suite, immédiatement, pour le consommer, donc on veut un accord sous 48 heures. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'Orient. Bon. On a le temps, donc peut-être tout simplement attendent-ils que Trump passe à autre chose. Ou passe. Il mais passe. Quand même, 2 ans et demi, c'est... à l'heure actuelle, c'est même si on a le temps, 2 ans et demi, c'est peut-être pas les 2500 ans de la civilisation perse, mais c'est quand même relativement long, 2 ans et demi de présidence Trump. Pas pour l'Orient, pas pour la Perse. Ces 2 ans et demi, c'est rien pour la Chine. Je vais vous raconter une anecdote. Bon, alors... Mais est-ce que vous pensez que l'Iran, qui est quand même étranglé par les sanctions, une source, Baki Manesh, nous disait dans le journal télévisé de TVL que 40% de l'eau courante à Téhéran était perdue à cause du manque d'entretien, ce qui reflèterait la déliquescence du système politique iranien. Vous pensez que les Iraniens ont les moyens de tenir tête à Donald Trump, cette fois pas militairement, mais diplomatiquement et économiquement ? Alors économiquement, c'est très compliqué, mais on revient à la situation du Venezuela. On revient aussi à la situation de Cuba. Les États-Unis affament, étranglent ces pays-là depuis des dizaines d'années. Bon, pour Cuba, ça fait pratiquement 60 ans. Oui. Pour l'Iran, ça fait une trentaine d'années. Donc, quand vous étranglez financièrement, commercialement, financièrement, notamment à travers la coupure de ces pays des systèmes de règlement internationaux, parce que malheureusement les BRICS n'ont pas encore réussi à mettre complètement en place leur banque de développement, etc. C'est très très compliqué. Alors, ça peut provoquer des désordres, et puis après, le Washington Post va vous expliquer que si les Bazaris font des manifestations parce que la monnaie va pas bien et parce que le commerce est difficile, c'est parce que les mollahs sont des monstres. Non. Bon, je suis pas en train de défendre tous ces régimes, mais ce sont les sanctions américaines qui ont tué 1 million d'enfants irakiens. C'est pas Saddam Hussein. Alors, vous évoquez donc les manifestations réprimées en Iran. Je voulais vous poser une question à ce propos-là, parce que vous avez l'air de décrire le régime, comme on dit, iranien. La cause de la crise, c'était ces manifestations en Iran, liées à la crise économique, à la chute de la monnaie. Évidemment, les heurts à Téhéran ont suscité beaucoup d'émotions dans les médias en France. Nous avons assisté à des manifestations à Paris en faveur des manifestants. Le gouvernement iranien a admis 3000 morts, l'ONU 5000, l'ONG Human Rights Activist News Agency 7000, mais un chiffre a circulé. Un chiffre a circulé fin janvier évoquant 30 000 morts. Il a été repris en boucle par les médias dominants et par des journalistes soi-disant très sérieux. On a évidemment, en l'occurrence, cherché à diaboliser le régime iranien. Mais alors, à quel degré doit-on accepter cette moralisation de la vie internationale ? Et inversement, n'est-il pas quand même un peu naïf potentiellement d'en faire un modèle, ou en tout cas d'en défendre à tout prix la souveraineté, ou que sais-je ? Qu'est-ce que nous ferions si nous avions à Paris des manifestations syndicales et si des agents étrangers ou des nationaux, manipulés par des services étrangers, se mettaient à pratiquer une violence,
Je ne parle pas d'envoyer un pavé sur la tête d'un CRS, mais d'utiliser des armes à feu. Que ferions-nous, que dirions-nous? C'est quand même ce qui s'est passé. Il y a eu une tentative de ce qu'on appelle de révolution de couleur, comme il y avait eu en Ukraine pour Maïdan en 2014, en Iran récemment. Bon. Donc des forces étrangères, des agents étrangers ont été impliqués, des armes ont été introduites dans le territoire en contrebande. Bon, ça s'est mal passé parce qu'en définitive, il y a eu quand même beaucoup de manifestations de solidarité pour le régime, parce que ça, on ne le dit jamais en France non plus, c'est qu'il y a eu des manifestations favorables. C'est comme en mai 68. En Iran, c'est comme en mai 68, c'est la grande manifestation gaulliste du 30 mai 68, qui a été la plus grande manifestation en participation, la plus grande manifestation de tout mai 68, c'était pour soutenir De Gaulle. Bon. Et les plus grandes manifestations et les plus nombreuses qui ont eu lieu à Téhéran et dans les principales villes du pays, ça a été pour soutenir le régime. Bon. Donc, il y a certainement eu de la casse, je ne sais pas combien. On le saura peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, mais le problème n'est pas là. Je crois que tout va se jouer sur la durée et sur la capacité du régime à encaisser les chocs. Encore une fois, au Moyen-Orient, en Orient, on a le temps. Vous savez, c'est cette petite anecdote que je voulais vous raconter. Un jour, un de mes clients aux Émirats Arabes Unis, j'étais en train de dîner avec lui, et puis on papote de choses et autres, et on parle de la notion du temps. Et il me dit, mais ici en Orient, pour nous les Arabes, mais aussi c'est vrai pour les Perses, c'est vrai pour à peu près tous les peuples orientaux, nous on fonctionne selon le système et la stratégie IBM. Alors je regarde un peu interloqué, que viennent faire les machines IBM et les ordinateurs et là-dedans. Elle me dit, non, IBM, Inch'Allah Bukra Ma'alesh. Si Dieu veut, demain, et puis de toute façon, on s'en fout. Entendu. On a le temps. Alors, pour ce qui est du temps, bien sûr, il y a quand même derrière le bras de fer avec Téhéran, il y a quelqu'un qui pousse pour accélérer potentiellement l'agenda. Évidemment, vous avez évoqué l'État hébreu, mais bon, il y a la présence incontournable d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Nous avons évoqué le conflit de l'été dernier, durant lequel l'Iran aurait tiré plus de 500 missiles balistiques contre l'État hébreu, dont les défenses d'ailleurs, dont le dôme a été percé, puisqu'aucun dôme ne peut résister, bien sûr, à 100%. Aucun dôme n'est fiable à 100%. Le fait est qu'un énorme tabou pèse sur les conséquences de ce conflit au sein de l'État hébreu, au sein d'Israël. Israël a tout fait pour cacher les dommages réels subis, en faisant peser un secret défense. Son administration a évoqué quelques jours plus tard un coût de 6 milliards, mais ce coût à 6 milliards reste problématique, sujet à interprétation. Des doutes sur l'efficacité, bien sûr, des frappes américaines contre le programme nucléaire ont aussi circulé. Vous les avez mentionnés dès le début de l'émission. Il s'avère que plus récemment, dès le 15 janvier, le New York Times indiquait que Netanyahou avait demandé à Trump de ne pas frapper l'Iran si cette attaque était trop faible. Donc, depuis, plusieurs sources font état de craintes au sein d'Israël, en fait, d'une riposte iranienne. À votre avis, Lionel Rondouin, l'axe américano-israélien a-t-il perdu de sa superbe, en fait? On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Il est évident que les soutiens d'Israël aux États-Unis sont va-t-en-guerre. Mais il y a des doutes, effectivement, sur l'attitude réelle, au moins temporaire, du gouvernement israélien. Comme je vous le disais il y a 2 mois et demi, Israël a pris très cher au mois de juin. J'ai encore fait des recherches récentes sur les principales sources journalistiques israéliennes, le Jerusalem Post, Times of Israel, etc., sur les dommages déclarés par l'État d'Israël sur les enquêtes qui ont été menées, et on en reste uniquement à un chiffre de 4000 maisons et immeubles endommagés ou totalement détruits, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre information. Il n'y a rien sur les cibles militaires
les aérodromes, etc., les bases logistiques, Negev, qui auraient pu, les avions, etc., qui auraient pu être endommagés ou détruits. Il n'y a rien sur les infrastructures du pays, sur le port d'Haïfa. On sait que la raffinerie d'Haïfa a été très, très durement touchée pendant l'échange des 12 jours au mois de juin. Donc, on reste sur les dommages aux habitations et aux immeubles privés et civils. Alors évidemment, ça sert aussi la communication, et c'est tout à fait légitime, la communication du gouvernement israélien, disant, regardez, ces monstres, ils envoient des missiles sur les HLM. Bon, c'est normal, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Mais on n'a rien sur les dommages causés à l'économie, à l'armée et aux infrastructures critiques. Rien d'officiel. Et les journalistes internationaux ont été tenus totalement à l'écart de ces zones pendant le conflit. Donc, on ne sait pas. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui auraient fermé depuis le mois de juin. Alors, là-dedans, il y a certainement des PME, il y a des épiceries du coin de la rue. Mais il y a aussi des entreprises de high-tech. La high-tech a été fortement touchée. Alors, la high-tech, c'est le moteur nucléaire de l'économie israélienne aujourd'hui. Donc, et puis vient de sortir, là, c'est tout récent, il y a moins de 8 jours, le solde migratoire de l'État d'Israël pour 2025, qui se solde négativement par le départ net de 69 000 Israéliens. Et on est en train de parler de 69 000 sur 9 millions. Bon, alors, ce n'est pas une fuite massive de la population suite à ce conflit, mais le solde migratoire net est négatif en 2025. Et c'est certainement inquiétant. Quant au dôme de fer, il a fait preuve... il y a des trous dans la raquette. On n'a pas reconstitué du côté israélien ni du côté américain l'intégralité des stocks de missiles antimissiles. Qui ont fondu en quelques jours. Ah bah oui, on parle de 15% des stocks américains qui auraient été consommés en 12 jours pour ce qui concerne par exemple les missiles Arrow. Donc les stocks américains utilisés par l'armée israélienne. Et aussi par la flotte américaine, car la flotte américaine, comme d'ailleurs la flotte britannique, comme d'ailleurs la flotte française, ont contribué à l'action du dôme de fer à partir de navires. Donc, il se peut que... Donc une certaine fébrilité en Israël. Les Israéliens sont un peu prudents tant qu'ils n'ont pas amélioré leur dôme de fer du point de vue des interconnexions. Tous ces systèmes sont hyper complexes. Tout ça n'est pas parfait. Et il y a ça, le système lui-même, et il y a les munitions. Donc, ça les amène peut-être à une certaine prudence pour l'instant. Alors du côté iranien et du côté, j'ai envie de dire mondial, puisqu'il y a une crainte mondiale, eh bien, du côté iranien, il y a cette arme du détroit d'Ormuz. On l'a beaucoup évoqué ces derniers jours. Je rappelle que ce détroit, c'est 20% de la production mondiale de pétrole, enfin qui circule, qui passe par là quotidiennement, 25% de la production mondiale de gaz. Il mesure, ce détroit, 55 km de large, 50 mètres de profondeur seulement. C'est rien. C'est en fait l'arme atomique iranienne. Ils n'ont pas la bombe nucléaire, mais c'est l'arme atomique iranienne, même si, évidemment, s'ils l'utilisent, cela heurterait tout le monde, y compris l'Iran, puisqu'évidemment, il ne pourrait plus rien exporter. Le cours du baril a monté fortement, 8%, baissé le week-end dernier, après les annonces de négociations. Cette arme du détroit d'Ormuz, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être un jour, à court, moyen, long terme, utilisée par Téhéran face immédiatement à Donald Trump? Mais évidemment, il y a des pressions internationales, chinoises et que sais-je. Du point de vue technique, les Iraniens... vue des armes, les Iraniens ont absolument tous les moyens de bloquer le détroit d'Ormuz. Comme vous l'avez dit, c'est peu profond et c'est très étroit. Alors, replaçons ça dans son contexte. Si le détroit d'Ormuz est bloqué pendant une quinzaine de jours, le prix international du pétrole double. À minima. C'est un minimum. Pendant un mois, il est multiplié par 4. Bon, ça fait partie des simulations actuelles. Alors, pour nous, c'est un problème.
bien entendu, que de voir l'essence augmenter de 25, 30, 40, 50%. Même Vous si dites on joue, nous Français. nous je veux dire, Français, on a- mais même si on baisse les impôts temporairement pour faire face à la crise, etc. Bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si ça se passe, Trump perd les midterms, les élections de mi-mandat. Actuellement, le gallon d'essence vaut 3 $. Aux États-Unis, plus ou moins 5-10% selon les États et les régions. Mais c'est 3 $ le gallon, c'est-à-dire 4 litres et demi. C'est comme ça que calculent les Américains. Si le baril de pétrole, si le gallon d'essence à la pompe passe à 4 ou 5 $, les républicains ont perdu les élections. Parce que c'est le critère fondamental du choix politique du moment pour le citoyen américain. On ne peut pas vivre en dehors de Manhattan et de quelques centres-villes extrêmement rares, on ne peut pas vivre sans voiture aux États-Unis. D'autant plus que c'était l'un des arguments de campagne contre Biden de Donald Trump. C'était le prix à la pompe, en effet. Voilà, donc s'il y a un blocage du détroit d'Ormuz et que le pétrole double, le gallon d'essence à la pompe passe de 3 à 5 $. Bon. Et Trump a perdu les élections. C'est arithmétique. Les Américains se fichent de l'Ukraine, les Américains se fichent du Venezuela. Ce qui les intéresse, c'est le prix du gallon. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans voiture. Je parle pour les 2/3, les 3/4 de la population américaine. Vous évoquez donc le consommateur américain, vous avez évoqué le consommateur français. J'ai envie de vous demander, c'est pour ça que je vous posais cette première question, enfin cette question introductive, c'est quel est en fait l'intérêt de la France face à la crise iranienne, face à la crise entre Donald Trump et l'Iran? Je ne vois pas ce qu'on va y faire. J'ai la même opinion d'ailleurs sur l'Ukraine, je ne vois pas en quoi nos intérêts stratégiques, la sécurité de la France, est menacée par l'Iran. De même que l'Iran ne menace pas les intérêts américains. Il y a tout un narratif sur la menace iranienne. La menace de quoi? Est-ce qu'il nous étrangle financièrement? Est-ce qu'il nous étrangle du point de vue de nos approvisionnements? De toute façon, on ne leur achète rien aux Iraniens. Est-ce qu'ils mettent à feu et à sang nos rues et nos universités? Non. Donc, encore une fois, nous sommes les suiveurs, nous sommes les chihuahuas, on suit au bout de la laisse le maître américain, et puis c'est tout. Mais je ne vois pas ce que nous avons à faire dans cette problématique entre 3 parties concernées. L'Iran, Israël, les États-Unis. Après, de savoir si la Chine et la Russie aideront encore plus l'Iran, c'est autre chose. Je voulais vous poser la question. À un instant T, il y a 3 parties concernées. Je voulais vous poser la question aussi de Pékin et de Moscou, parce que la Russie, la Chine sont des acteurs minorés de cette crise. Clairement, hier, le Kremlin indiquait vouloir apaiser les tensions, Pékin aussi. Ce sont de vieux partenaires de Téhéran. Oui. Un méga contrat a été signé en septembre dernier pour la construction de nouvelles centrales entre Rosatom et la société iranienne Hormoz. Doit-on compter sur Moscou et Téhéran pour diminuer les tensions? Une rumeur a circulé, elle ne vaut sans doute pas grand-chose, mais il y a quand même une coïncidence entre ce que Trump et Poutine ont réussi à négocier, le cessez-le-feu en Ukraine. Cessez-le-feu énergétique en Ukraine, seulement énergétique bien sûr, puisque encore hier des bombes volées, et ce retrait, ce revirement de Donald Trump face à Téhéran, ce revirement diplomatique de Trump face à Téhéran. Oui, alors vous parlez beaucoup de la Russie, je pense que la principale puissance concernée en réalité c'est la Chine. Parce que la Chine dépend des approvisionnements, alors, en partie vénézuélien, et là ça se passe mal, et pour l'autre partie ça vient du Golfe Persique et notamment de l'Iran. Alors il est évident que les Chinois, eux, ils connaissent la géographie, ils savent lire les cartes. Ils ne sont pas comme notre président de la République et son ministre des Affaires étrangères, donc jamais regardé une carte de leur vie. La Chine sait que
son industrie, à un instant T, en dehors de toute augmentation drastique des fournitures russes, son industrie dépend des approvisionnements en hydrocarbures à partir du Golfe Persique. Or, les Chinois ont des cartes. Et il y a deux goulets d'étranglement. Vous avez le détroit d'Ormuz et vous avez le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est entre l'Indonésie et Singapour, pour faire bref. Et là, c'est pareil, ça fait 35 km de large. Et il y a 40-50 mètres de profondeur TTC. Donc, ils savent qu'ils ont deux menaces stratégiques qui tiennent purement et simplement à la géographie. Donc, ils ne vont pas laisser s'envenimer les choses, de même qu'on n'imagine pas que la Chine laisse faire certaines choses à l'Indonésie, à cause du détroit de Malacca. Donc, la Chine va forcément avoir une action, je ne sais pas laquelle, il y en a déjà une, c'est l'embargo au moins partiel à ce jour sur les fameuses terres rares, qui ne sont pas rares. Tout le monde dit il y a les minéraux, les terres rares. Alors, par exemple, au Venezuela, Trump veut les terres rares. À l'automne dernier, quand Xi a coupé le robinet, voilà. Des terres rares à l'industrie américaine. Des terres rares, il y en a partout. Bon, il y avait un article ce matin dans le Parisien sur les terres rares en France. Bon, on peut parfaitement extraire du lithium dans l'Allier. Bon, et on est en train de regarder. Le problème n'est pas là. Des terres rares, j'allais dire en vrac, il y en a partout. Le problème, c'est le raffinage. C'est-à-dire la transformation des terres rares en un certain nombre de poudres métalliques qui sont utilisées par des procédés hyper complexes pour faire les fameuses puces, etc. etc. Et la Chine a un moyen de pression. Parce que quand Trump a dit on va vous mettre des droits de douane, ils ont répondu très bien, on vous coupe les terres rares. Et au mois d'août, l'industrie automobile américaine et l'industrie technologique, Microsoft, etc., ont appelé au secours le gouvernement américain en disant écoutez, arrêtez de jouer parce que sinon on va fabriquer des voitures comme dans les années 50, il n'y aura plus aucun ordinateur, il n'y aura plus de GPS et patati et patata. Et l'industrie d'armement elle-même, Lockheed Martin notamment, a appelé au secours en disant « Écoutez, on n'a pas beaucoup de stock. Alors, c'est très bien de tirer des missiles dans la nature, en veux-tu, en voilà, mais nous, on ne va pas savoir reconstituer le stock. Bon, un Tomahawk, sans puce, bon, c'est un missile aveugle. Donc, vous le tirez au hasard. Et les puces, c'est des métaux rares, mais des métaux rares raffinés. Or, la Chine détient, là, les estimations divergent un peu, la Chine détient aujourd'hui entre 90 et 98% des capacités de raffinage des terres rares pour les transformer en matériaux utilisables après par la high-tech, par l'automobile, par l'industrie des puces en première instance. Donc là, ils ont une puissance de feu, je dirais, les Chinois, absolument considérable. Alors, ils ont un peu relâché l'embargo, mais à ma connaissance, ça reste un peu trouble, cette affaire-là, parce qu'il n'y a rien de vraiment officiel. À ma connaissance, les Chinois ont dit, ils ont dit à Trump, on va reprendre les livraisons de terres rares, mais pas pour l'industrie militaire. Donc, c'est pour faire des ordinateurs, c'est pour faire des téléphones portables, et c'est pour faire le GPS des voitures de General Motors. Ça nous va bien. Mais ce n'est pas pour Lockheed Martin, ce n'est pas pour Raytheon, ce n'est pas pour le complexe militaro-industriel. Et vous savez très bien que nous avons les moyens de contrôler. Avec des restrictions. Si vous livrez, alors c'est ce qu'on a dit au mois d'octobre, si vous détournez un certain nombre de métaux rares, de terres rares, vers l'industrie militaire, nous le saurons et à ce moment-là, nous rétablirons l'embargo, mais cette fois-ci de manière définitive. Et là aussi, les Chinois ont le temps, alors que Trump n'a pas le temps, que General Motors n'a pas le temps et que Microsoft ou Apple n'ont pas le temps. Je reviens toujours à cette notion de temps. Bien sûr. Le temps joue visiblement pour le reste du monde face à Donald Trump. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Lionel Rondouin, merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois répondu présent. Je vous en prie, c'est un plaisir, Édouard. Mais de même, d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, vous le savez, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. C'est décisif pour le succès de l'émission. Merci à tous et bonne soirée.